Le show du matin. 95.7. Kick. Saguenay. 23h20 en direct du palais de Buckingham. Il y a encore une grande foule. On entend des Français, des Italiens, des Allemands, beaucoup de British, mais c'est très international. Les gens qui viennent payer une tribute à la reine Élisabeth. Il y a eu vraiment un amalgame de fleurs sur le grillage du palais. C'est quand même très impressionnant de voir les gens ici prendre des photos, des vidéos. Et on voit aussi beaucoup de gens tristes et un peu de tout, en fait. C'est une expérience assez incroyable. Il y en a aussi qui sont ici à prendre une bière ou un verre de vin. Donc ça, c'est Mélisa Jalbert, une Québécoise qui se trouve actuellement à Londres et qui a passé la soirée, la journée d'hier, carrément devant Buckingham Palace à juste faire le tour, regarder, constater, nous envoyer un peu des moments de ce qui se passe actuellement. Puis évidemment, hier, ça a ébranlé une bonne partie de l'Europe et du monde. Écoute, hier matin, dans notre émission, à l'heure du Québec, on a eu la nouvelle qu'à Balmoral, le prince Charles et sa famille proche, William, même Harry, Meghan, allait se rendre au chevet de la reine. Puis là, on savait qu'à ce moment-là, c'était une question soit d'heure ou de jour. Je pensais que ça allait peut-être une question de jour. Quand on veille quelqu'un, des fois, ça peut être un peu long. Et finalement, à 14h, heure du Québec, ce qu'on a su, c'est que la reine Élisabeth, à l'âge de 96 ans, était décédée. Exact. Et Mélisa, elle était sur place elle travaille pour une compagnie de vin californien. Et elle était sur place par pur hasard, comme bien des gens, soit dit en passant, qui étaient peut-être en voyage ou en transit du côté de Londres. Et rapidement, devant le palais de Buckingham, il y a eu un très, très, très gros rassemblement et ça va être comme ça pour encore une bonne partie de la semaine. Bon, la suite des choses, ça ressemble à quoi? On va en parler avec Kevin Guillot, qui est le créateur du site monarchiebritannique.com, qui est détenteur d'une master en histoire et qui est avec nous actuellement via le truchement des Internets. Monsieur Guillot, bon matin. Oui, bonjour. Tout d'abord, en Europe, quel genre de secousse ça donne, le décès de la reine Élisabeth II? Mais on se sent extrêmement touché, extrêmement peiné par la mort d'Élisabeth II, tout simplement parce que elle représente toute notre société, toute notre histoire. C'était vraiment la garante de notre histoire et en même temps la représentante de notre société actuelle, de notre présent. Alors c'est ce qui fait que du coup on est absolument admiratif devant son parcours, devant son règne d'exception à bien des égards et par rapport à sa longévité et tout ce qui peut y avoir avec cette caractéristique de son règne. Donc voilà, c'est ce qui fait que du coup nous sommes extrêmement touchés en Europe, que ça soit en France ou particulièrement au Royaume-Uni forcément, mais en France également. Je sais que les Français sont extrêmement touchés par la mort d'Élisabeth II, que l'on considère ici dans l'Hexagone comme un peu notre reine aussi, alors que on a fait couper la tête de notre roi à la fin du XVIIIe siècle. Évidemment, avant de parler du futur de la monarchie britannique, peut-être un léger retour. Elle aurait finalement jamais dû être reine. Normalement, si l'histoire s'était passée comme ça devait se passer, elle n'aurait jamais accédé au trône. Oui, effectivement. En fait, son père est devenu roi, donc le roi George VI, est devenu roi parce que son frère aîné, qui était le roi Édouard VIII, a abdiqué en 1936 pour pouvoir épouser la femme qu'il voulait être épousée et qui était vraiment à l'opposé de ce que l'on imaginait à cette époque-là pour devenir une reine consort, qui s'appelait Wallis Simpson, qui était une Américaine doublement divorcée, qui n'était pas anglicane non plus, qui avait un passé avec les hommes avant de connaître le roi Édouard VIII, alors que normalement une reine consort digne de ce nom, jusqu'à ce que Charles épouse la princesse Diana, normalement les caractéristiques qu'on exigeait, c'était vraiment avoir une Britannique anglicane, vierge, et qui soit disponible pour engendrer une descendance à la couronne au plus vite. Maintenant, évidemment, c'est la suite des choses qui va fasciner le monde parce que la plupart des gens sur la planète aujourd'hui, pour ne pas dire la grande totalité, n'ont jamais vécu cette succession de couronnes-là. Oui, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Enfin, on sait exactement comment ça va se passer par rapport au protocole, parce que tout était signé, tout est organisé depuis des années. En fait, depuis les années 1960, tout a été programmé
pour se préparer de ce jour fatidique. Donc ce plan que l'on voit apparaître aujourd'hui s'appelle London Bridge It's Done. Donc en français, le pont de Londres s'est effondré, s'est écroulé. Et donc forcément, on est surpris, nous, de notre côté, de savoir comment ça va se passer. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais vécu ça. 80% de la population de la planète n'a jamais vu d'autres monarques en Angleterre que Élisabeth II, puisqu'elle est montée sur le trône en 1952. Est-ce que tout ça peut amener une période d'incertitude au niveau politique? Ou encore, on est vraiment dans l'image plus que dans la stabilité ou l'instabilité? Alors, il n'y a pas forcément de conséquences politiques vraiment actuellement, dans le sens où le monarque n'a qu'un rôle en fait de représentation et symbolise en fait le pays sur lequel il règne. Donc le Canada pour vous, ou pour le Royaume-Uni, ou la Jamaïque, voilà, pour tous les pays qui sont encore sous la couronne du monarque britannique. Mais il y aura forcément des conséquences dans le sens où Charles n'est pas sa mère. Il a été pendant plus de 50 ans donc prince de Galles, et en tant que prince de Galles, il s'est créé une image de prince influent qui a vraiment voulu imposer sa conception de la monarchie, imposer ses convictions. Donc c'était un écologiste né, donc avant l'heure même. Voilà, il a vraiment créé une image de prince influent, et je pense qu'il va pas vouloir changer véritablement sa manière d'être. Comme une fois maintenant qu'il est roi, c'est pas à plus de 70 ans que l'on se dit que on va changer, mais malgré tout, il va falloir qu'il apprenne à se taire, parce que maintenant le monarque britannique est censé être neutre politiquement, donc il ne peut pas maintenant ouvrir sa bouche pour un sujet politique comme il avait l'habitude de le faire avant, et donc ça va être son gros fardeau aujourd'hui. Évidemment, moi, c'était la surprise, parce que j'ai toujours, je ne sais pas où est-ce que j'avais pris cette information-là ou cette idée-là, mais j'avais toujours pris pour acquis que Charles ne prendrait probablement pas la couronne et qu'on passerait peut-être directement à William. Or, force est de constater que ce sera véritablement Charles III, le roi. Qu'est-ce qui explique ça? Alors en fait, il y a eu une rumeur qui est née il y a quelques années, parce que comme quoi le prince Charles n'accéderait pas au trône et laisserait le trône à son fils une fois la reine décédée. Mais tout ça parce qu'en fait, le peuple préfère le prince William au prince Charles. On sait très bien que le prince Charles n'est pas le membre de la famille royale le plus populaire aujourd'hui. Que ça soit maintenant avec la reine Élisabeth II décédée, ou encore pire quand Élisabeth II était encore de ce monde. Donc c'était un fantasme du peuple de voir le prince William monter sur le trône à la place de son père. Mais le Royaume-Uni a respecté vraiment à la lettre les règles de succession au trône qui veulent que le fils aîné du monarque accède au trône. Donc le prince Charles est devenu le roi Charles III, et il va falloir attendre pour que le prince William accède au trône à son tour. Est-ce que, je ne sais pas, pour les gens qui ont écouté la série The Crown, on décrivait le prince Charles comme étant un peu jaloux du succès des autres, qui n'aimait pas justement être dans l'ombre. Est-ce que ça peut expliquer le fait qu'il décide de ne pas abdiquer de son rôle? Alors non, moi je pense surtout que l'abdication n'est pas du tout dans l'esprit des Windsor. Ils sont profondément marqués par l'abdication d'Édouard VIII, dont je vous ai parlé tout à l'heure en 1936. Ça reste encore très d'actualité aujourd'hui, alors que ça s'est passé il y a maintenant 80 ans. Mais donc l'abdication n'est pas du tout quelque chose qui se fait au Royaume-Uni. Normalement, un monarque devient roi à la suite de son aîné, de son père ou de sa mère, et meurt sur le trône. C'est vraiment une exception, l'abdication de 1936, et normalement, c'est censé être l'exception de la monarchie britannique. Sachant que le roi est pas particulièrement, le roi Charles n'est pas particulièrement autant aimé que la reine, et sachant que la monarchie a une certaine perte d'intérêt envers certaines personnes de plus en plus, là, disons-le, est-ce que vous pensez que ça pourrait augmenter cette perte d'intérêt-là, de voir un roi qui est peut-être un peu moins apprécié des gens?
Mais ça va être le défi du roi Charles III de devoir s'imposer maintenant en tant que personne, de faire comprendre à ses peuples qu'il doit être aimé pour ce qu'il est. Certes, il est moins populaire que sa mère parce qu'il ne sera jamais aussi populaire que sa mère. Il y a forcément l'ombre de Diana qui pèse sur lui aussi, il faut le dire. Et c'est ce qui fait que du coup, aujourd'hui, on a un peu du mal à comprendre pour certains que Charles soit devenu roi aujourd'hui. Mais ça va être un défi pour lui qu'il va devoir relever, mais malgré tout, il restera le roi quoi qu'il en coûte. Et j'espère que les différentes monarchies qui ont sous leur couronne, donc le roi britannique, qu'il a sous sa couronne, vont rester en fait des monarchies. Moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour la monarchie britannique. Je ne l'ai jamais caché. J'aime beaucoup ça. Mais il faut que je respecte qu'il y a probablement des auditeurs qui sont déjà tannés d'en entendre parler. On en a pour combien de jours avant de dire « c'est fait, on a régularisé tout ça, Charles III est sur le trône, puis on n'en parle plus ». Eh ben, on en a pour 10 jours. Donc, en fait, il y a 10 jours de deuil national. Et qui fait qu'en fait, on aura les funérailles dans 10 jours seulement. Donc, une fois que les funérailles seront finies, on en aura fini avec le règne, officiellement, on en aura fini avec le règne d'Élisabeth II et on commencera vraiment le règne du roi Charles III. Mais avant cela, non, on va continuer à parler encore de toutes ces affaires pendant tous ces jours à venir. Et donc, il va y avoir énormément d'éditions spéciales à la télévision et à la radio, je pense. Et même le couronnement, ça ne veut pas dire que le couronnement va se faire dans 10 jours non plus. Là. Ça pourrait être dans 6 mois, 1 an. Ça peut être normalement, si on respecte ce qui avait été dit au début du règne d'Élisabeth II, normalement, la tradition veut que le couronnement se fasse 1 an après l'accession au trône du monarque, tout simplement parce que il faut attendre que on se remette tout simplement de la mort du défunt monarque qui vient d'arriver. Et en plus, donc si c'est une période de deuil longue, même si on n'en parle pas tous les jours, on considère que le pays est en deuil pendant 1 an. Et du coup, vu que le couronnement est un événement festif, on ne se voit pas faire un événement aussi festif que ça aussitôt. Donc la coutume veut qu'on attende 1 année pour commencer à réellement organiser un couronnement. Élisabeth II a été couronnée 1 an et demi après son accession au trône, en juin 53, alors qu'elle accédait au trône en février 52. Ouf, c'est long. OK. Donc, on en a pour longtemps. Pour les auditeurs qui sont déjà tannés d'entendre parler de la reine, attelez-vous, ça va être long. C'est ça. Merci beaucoup, Kevin, de nous avoir parlé. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Kevin Guillot, donc créateur de monarchiebritannique.com, spécialiste de la monarchie et détenteur de master en histoire. Ça va être long. Bon, on lui avait déjà parlé il y a quelques années de cela. Toujours intéressant. D'ailleurs, sa page est toujours mise à jour sur les différentes nouvelles concernant la monarchie britannique si ça vous intéresse. Mais oui, ça va être long. Ça va être long et ce sera un couronnement digne du 21e siècle, là. Twitter, réseaux sociaux, télé. Oui. 1953, ça a été un des plus gros événements télévisuels parce que la télé venait d'arriver. Ça commençait à peine. Ça commençait à peine. C'était déjà quelque chose de très, très, très gros. Alors, j'imagine que l'an prochain, quand on va vivre ça, ça va être encore plus gros. Oui. On a François Legault en réaction qui, lui, rit, mais on a aussi la réaction de Dominique Anglade. Première ministre à la place du premier ministre. Puis il y a toujours de quoi qui m'empêche qu'on m'entende. Sauf que, c'est ça. C'est le problème, c'est que là, on ne l'entendra plus. Et de l'autre côté, François Legault en réaction à tout ce qui se passe actuellement et sa campagne électorale. Il est-tu content, lui? Ça a commencé à chauffer avec l'immigration. La reine pète aux frettes. Fait qu'on parle plus de campagne électorale. Terminé. Ce qui lui donne tout l'avantage de pouvoir surfer sur ses résultats actuels. Tu sais, Radio-Canada n'ont pas le choix, là. C'est Radio-Canada. Non, c'est ça. Fait qu'ils vont être là-dessus, genre, à temps plein, là. Soit dit en passant, lundi, on vous présente un sondage exclusif, les intentions de vote, le projet GNL. Il y a plein d'affaires, plein de questions qu'on a posées. 7h45, on aura quelqu'un en studio de la firme Segma pour vous expliquer les résultats. Et c'est propre à nous, ces résultats-là, bien évidemment. 7h41. Le show du matin. Le show